D'abord, je crois qu'on n'en est plus vraiment au stade des propositions. Hein. Moi, je ne suis pas, je suis pas un homme politique, n'est-ce pas, comme du moins de ceux que vous entendez. J'ai tenu les responsabilités toute ma vie, donc là, j'ai fait un constat, un audit, on dirait aujourd'hui, un audit, d'accord. Et j'ai défini un chemin de solution, Alors, je ne vais pas dire c'est à prendre ou à laisser tel quel, non, on peut discuter à la marge, c'est clair, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution vraiment solide. Quand j'écris par exemple ici que l'une des choses fondamentales à faire, si nous voulons vraiment nous redresser, c'est de redresser nos finances. Et pour cela, nous travaillons dans mon équipe, j'ai oublié de vous dire, vous ne me l'avez pas demandé, mais je vais vous le dire. Il y a un an, j'étais seul. Maintenant, j'ai une équipe de plus d'une centaine de personnes autour de moi, avec des relais dans la moitié des départements français. Et puis ça s'étoffe tous les jours. Tous les jours. Facebook, par exemple, j'ai appris récemment que Nicolas Dupont-Aignan a un Facebook depuis 4 ans. Il a 44 000 followers, je crois. Hein, moi, j'en ai un depuis 4 mois, avec 11 000 followers, c'est-à-dire un quart de ce qu'il a fait lui en 4 ans. Bien. Donc notre affaire se développe vraiment avec des gens qui sont tous bénévoles, parce que je n'ai pas un rond pour l'instant pour les payer. Et nous travaillons vraiment d'arrache-pied. J'ai oublié de le dire. Donc, mais cette équipe, pour l'instant, sur quoi travaille-t-elle? Elle travaille, par exemple, sur un plan de réduction de la dépense publique. Un plan de réduction de la dépense publique. Vous me direz, il y en a eu d'autres. Oui, il y en a eu d'autres. Mais il y en a eu d'autres avec des gens qui n'avaient pas forcément la volonté, ni les mains libres pour le faire. Ni les mains libres pour le faire. Il faut bien voir, je l'ai vu, étant dans les cabinets ministériels, qu'il y a un fort copinage entre certaines corporations, certains élus, certains syndicats, etc. Et qui finalement finissent par bloquer les choses. Donc, premièrement, on rétablit les dépenses publiques, ne serait-ce que pour redevenir sérieux, un jour ou l'autre. Je ne vous dis pas qu'on va réussir en 5 ans à tout faire, certainement pas. Mais si on ne prend pas le chemin maintenant, jamais on n'en prendra le chemin. Rétablir la finance publique. Il faut aussi que nous redevenions maîtres chez nous. Je crois il est nécessaire aujourd'hui de faire une pause migratoire de longue durée. Parce que notre pays, il ne sait plus où il habite. Nous n'avons plus d'identité. Nous ne savons plus qui nous sommes maintenant. Il faut faire une pause migratoire. Enfin, quand même, on a 10 millions de personnes qui vivent en état de précarité chez nous et on laisse entrer des quantités de gens. Est-ce que c'est normal? Non. Pause migratoire. Référendum pour cela. Ensuite, il faut aussi retrouver notre souveraineté. Je parlais tout à l'heure de quelque chose qui est très important, même si on n'en parle pas tous les jours acculé, je suppose. Nous avons réintégré le commandement militaire de l'OTAN, si bien que nous pouvons nous retrouver dans 8 jours dans une guerre contre la Russie. On en a besoin d'une guerre contre la Russie? Certainement pas, hein. Et on peut le faire on peut y arriver très facilement. L'OTAN vient de décider de multiplier par 4 ses crédits pour l'Europe. Les Russes, ils bondissent. Donc retrouver notre souveraineté nationale, c'est très important pour que nous soyons capables de décider par nous-mêmes de ce que nous voulons. Et pour que nos hommes politiques ne puissent plus se défausser sur Bruxelles. Aussi, parce que c'est vachement facile de se défausser sur Bruxelles. Hein. D'ailleurs, dans beaucoup de domaines, ce n'est pas Bruxelles qui est responsable, c'est nous, ce sont nos hommes politiques. Hein. Ensuite, il faut il faut revoir notre dette, il faut réformer notre État. Je lis en ce moment un livre totalement insipide, pardonnez-moi de le dire, je le dis exactement comme je le pense, c'est le livre de Juppé, Un État fort. Bon, ok, il découvre, après une carrière politique entière, qu'il faut faire un État fort. C'est quand même ahurissant. Bien. Mais qu'est-ce que ça doit être un État, l'État en France? Aujourd'hui, nous sommes quasiment tous au service de l'État. C'est ahurissant, une affaire comme ça. L'État doit être au service de la France et des Français. Premièrement, il doit être fort, oui, effectivement, sur ses missions dites régaliennes. La sécurité intérieure-extérieure, la justice, les affaires étrangères, tout ça fonctionne n'importe comment. Laurent Fabius qui vient de quitter les affaires étrangères, mais c'est le pire ministre des Affaires étrangères que j'ai connu de toute ma vie. Le pire. C'est ahurissant ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc là, l'État doit être parfait. Hein. En l'occurrence, je parle par exemple de la défense aujourd'hui. Hein. Eh bien, on a une défense qui est complètement exsangue.
La police, elle est exsangue. Et ces gens-là ne sont plus soutenus par leur hiérarchie politique. Voilà. Là, il faut... Et nous, citoyens, nous sommes coupables. Hein. Nous sommes coupables d'avoir laissé faire ces choses-là depuis 40 ans, parce que le peuple souverain, c'est nous, hein, quand même. Hein. Donc, nous avons laissé faire ça. Donc, il faut un État qui fasse parfaitement ses missions régaliennes. Et dans tout le reste, ça doit être ce que j'appelle un État subsidiaire, c'est-à-dire qu'il doit faciliter les initiatives, libérer les initiatives, libérer, maître mot, libérer les énergies. C'est très important. Et donc là, il faut revoir le fonctionnement de l'État et, si vous voulez, le logiciel de l'État. C'est un travail gigantesque. Raison de plus pour le commencer tout de suite. Vous voulez encore un autre exemple? Libérer nos énergies économiques, ça va de soi. Ça va de soi. Là, je pense qu'avec les entrepreneurs qu'il y a ici, j'en ai parlé pratiquement toute la journée, il est évident qu'un gamin ne puisse pas monter sur un tabouret, que toutes les normes qu'il faut respecter. Chez moi aussi, je suis entouré de TPE et de PME, entouré. J'en parle très souvent avec eux. C'est ahurissant. On ne peut pas travailler dans ces conditions-là, ce n'est pas possible. Travailler sérieusement. Tout cela doit être fait, mais en recentrant l'ensemble au service de tout le monde, au service de toutes les personnes. Il ne s'agit pas de favoriser le patron contre l'employé, non, ou l'employé contre le patron, parce que vous avez des patrons qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent plus. Ils peuvent plus. Hein. Donc ça doit être fait en concertation, mais il faut absolument libérer nos énergies économiques, et elles sont fabuleuses. Fabuleuses. Bien. Il faut revoir complètement, je crois, notre administration territoriale. Alors là, j'aurais tendance à être très, comment dire, drastique. François Mitterrand a, entre guillemets, inventé, a mis en place la régionalisation, les régions, en 1982, je crois, ça commence à ce moment-là. Et depuis cette époque-là, les dépenses de l'administration territoriale ont été multipliées par 4 pour atteindre des sommes fantastiques. Qu'on ne me dise pas que la nouvelle régionalisation va simplifier les choses, va être moins onéreuse que l'ancienne, ce n'est pas vrai. Hein, ce n'est pas vrai. On en rajoutera encore des strates supplémentaires, ça coûtera encore plus cher. Et au contraire, pour faire semblant de réduire les coûts, on va supprimer les petites communes, donc on va éloigner la démocratie de la base, alors qu'il faudrait la rapprocher. Mon idée à moi, il y a le chef de l'État et le maire. 2 niveaux, point. Alors, un maire de commune rurale, une communauté de communes rurales avec un maire élu au suffrage universel, la ville moyenne et les métropoles. Pareil, on remet Paris à part, peut-être, mais Lyon, Marseille, Bordeaux, ici, c'est quoi? C'est Nancy, hein, les métropoles. Voilà. Ça suffit. Et on répartit tout autour de cela. Ah, ça va simplifier les choses. Et on va en faire des économies. Et ça va surtout simplifier les choses. Énormément. Énormément. Voilà. Ensuite, il faut investir pour l'avenir. Investir pour l'avenir, ça veut dire quoi? C'est quoi l'avenir d'un pays? On en a parlé un peu tout à l'heure. L'enseignement. C'est la famille. L'enseignement, la famille et l'ascenseur social. L'ascenseur social. Voilà. Alors, l'enseignement est à revoir de fond en comble. Je ne vais pas vous faire de dessin. Nous préparons un document d'orientation sur l'affaire. Je crois qu'il n'y aura pas de grande surprise dans ce document. La famille, pourquoi la famille est-ce quelque chose d'avenir? La famille, c'est ni de droite ni de gauche. Je suis désolé. Hein. Mais la famille, d'abord, elle procède au renouvellement des générations. Si on ne fait pas d'enfants, ben, en une génération, c'est fini. Hein. Regardez l'Allemagne. Il y a 50 ans qu'elle ne fait plus de gosses. Eh bien, l'Allemagne, physiquement, elle n'existera plus dans 50 ans. Voilà. Elle sera remplacée par une population d'origine turque, probablement. Voilà la réalité des choses. La réalité des choses qui nous pend au nez. Hein. La famille, c'est aussi, l'avenir, parce que c'est l'endroit où l'enfant est éduqué. C'est des enfants bien éduqués, ce sont des prisons qu'on ferme plus tard. C'est l'endroit où on civilise les jeunes, c'est là où on apprend la solidarité entre les générations, etc. Donc, il faut que la famille devienne non pas une charge dans le budget de l'État, ce n'est pas une charge, c'est une dépense d'investissement. Dépense d'investissement. Et il faut vraiment travailler fort sur la famille, être exigeant avec les parents, c'est nécessaire, hein,
parce que leurs produits, si je peux dire, c'est-à-dire les enfants qu'ils font et qu'ils élèvent, c'est la nation de demain, donc il faut être exigeant avec eux, mais il faut tout faire pour les aider. Tout faire pour les aider. La famille, l'enseignement et enfin l'ascenseur social. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire autrement que de refaire un service national. Ce n'est pas par tropisme militaire que je dis ça. Je constate que beaucoup d'élus, beaucoup de Français en général y sont favorables. Et puis, c'est aussi mon expérience à l'EPID dont je parlais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de faire de la chair à canon, ne croyez pas ça, hein, mais on a au moins 3 besoins. Ce service national peut répondre à 3 besoins. Le premier, c'est la cohésion nationale. Il faut la refaire complètement. On ne s'entend plus du tout entre Français. Il faut refaire ça. Et c'est très important quand on voit les banlieues. Je ne vais pas dire, monsieur, le détail, parce que pour moi, c'est tellement évident. Avant, il faut remettre de l'ordre en France. Nous avons 1000 quartiers en France où la loi républicaine ne s'exerce plus. Bon, pour moi, ça fait partie des évidences. Ça fait partie des évidences. Je sais que c'est vrai, je sais que ce n'est pas les évidences pour tout le monde. Mais pour moi, c'est parfaitement évident. Bien. Donc, refaire la cohésion nationale, en particulier en partant de la jeunesse. Ensuite, réapprendre à servir la nation, alors un peu dans les armées, un peu dans les sapeurs-pompiers, la police de la route, et puis on trouvera bien d'autres choses. On va avoir besoin d'une garde aux frontières. Si nous décidons par référendum de faire une pause migratoire, on aura besoin de ça. Et puis le troisième volet de ce service serait l'aide de la nation aux plus paumés, l'EPID. Alors là, développer, parce qu'il y en a des besoins. Il y en a vraiment des besoins. Pourquoi faire venir des ouvriers polonais ou autres quand on a des gens chez nous qui, s'ils étaient formés, pour travailler? Et donc là, je crois que... Et là, c'est vraiment de l'ascenseur social. Ai-je répondu? Oui. Bon, TAFTA, je ne vous dis pas en anglais, peu importe, c'est un traité de libre-échange transatlantique qui a été voulu, pas forcément d'ailleurs par Washington, mais plutôt par des grands groupes économiques américains et européens, pour faire un immense marché de libre-échange, mais qui se ferait très 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 largement selon les règles économiques américaines, avec par exemple des pénalisations pour les États, par exemple la France, qui ne respecterait pas ces règles économiques américaines. Bien, alors si bien qu'avec la puissance financière de ces gens-là, nous pouvons très bien nous retrouver ici à être obligés de manger du poulet aux hormones du Minnesota, alors qu'on peut très bien fabriquer du poulet très bon ici, etc. C'est un outil non seulement qui n'est pas favorable à notre économie, c'est le moins qu'on puisse dire, du moins au tissu des TPE et PME et PMI. Les grandes entreprises du type multinational, ça c'est autre chose. Mais sont-elles encore des entreprises nationales? C'est vraiment la question. C'est vraiment la question. Mais par contre, tout le tissu économique de base, celui que nous connaissons ici, alors là, lui, il va souffrir. Et en plus, si vous voulez, d'un point de vue politique, c'est un assujettissement de l'Europe et de la France aux Américains. Voilà. Alors, je ne suis pas anti-américain, mais on peut être ami de quelqu'un sans être son vassal. Ce que je n'accepte pas, c'est que la France soit vassale des États-Unis. Ça, c'est pas possible. Et le TAFTA, c'est un outil qui nous rend vassaux des Américains. Donc, pour moi, c'est... Alors, on peut le supprimer très rapidement, parce qu'il n'est pas encore signé. Il est prévu de le signer avant la fin du mandat de Barack Obama. C'est quand même au mois de janvier, d'accord. Et nos présidentielles à nous, c'est 3-4 mois plus tard. Donc, ça ne fera pas grand mal. Quoique. Mais le mieux serait de ne pas le faire. Ça, c'est un outil qui va nous faire perdre complètement notre souveraineté. Imaginez, c'est le pendant économique de l'OTAN. Voilà. D'un côté, nous sommes asservis aux Américains, ficelés aux Américains par la réintégration du commandement militaire, et de l'autre côté, nous le sommes économiquement par le TAFTA. Bon, en plus, maintenant, la publicité à l'école, etc., on parle de plus en plus américain. Voilà, donc pour moi c'est quelque chose qu'il faut supprimer et de manière urgente. Et de toute façon, l'économie américaine, elle ne fonctionne pas du tout comme je le disais tout à l'heure, au service de l'homme, c'est pas vrai. Il y a sans doute beaucoup plus de dysfonctionnement
dans l'économie américaine que dans la nôtre. Quand il y a croissance aux États-Unis, quand il y a croissance, elle profite à 0,01% de la population. Chez nous, c'est quand même beaucoup mieux. C'est 0,1. Vous vous rendez compte un peu, hein? C'est dire les dysfonctionnements de l'économie américaine, où les différentiels de richesse sont terribles, ça croise, et donc nous allons, avec le TAFTA, les importer chez nous. C'est-à-dire, on ne va vraiment pas arranger les choses, quoi. On ne va vraiment pas arranger les choses. Voilà, j'ai répondu. Madame, l'Europe. Bien. Alors, je suis un Européen, mais pas du tout pour l'Europe qu'on nous construit aujourd'hui. Mais pas du tout. Voilà. Je crois que l'Europe est une nécessité. Je crois aussi que si on regarde l'histoire de l'Europe sur 2000 ans, il y a un mouvement lent, mais réel, d'organisation de l'Europe en un ensemble homogène. Il y a eu des tentatives tout au long de notre histoire qui ont toutes échoué parce que de réunification rapide et radicale, et qui ont toutes échoué parce qu'elles ont toutes été voulues par la force. Voilà. C'est-à-dire qu'il a chaque fois été question d'obliger des peuples à se marier qui n'étaient pas forcément prêts à le faire. Et c'est ce qu'on a voulu faire encore, c'est depuis 40 ans. Voilà. On a voulu obliger à se marier des Finlandais et des Grecs, c'est quand même pas la même chose, quand même. C'est pas du tout la même chose. Les obliger. Si encore on leur avait demandé leur avis, et si on avait tenu compte de leur avis, et si on avait fait les choses progressivement, mais ça serait presque fait, madame. Simplement, on a voulu encore une fois aller contre la volonté des peuples. Et le pire, pour nous, c'est quand même Sarkozy. Hein? En 2005, nous votons contre la Constitution européenne. 3 ans après, il nous l'impose. Ouais, il l'impose, en fait, quand même. Là, donc, c'est un viol de démocratie. Un viol de notre démocratie. À nous, en France, Français. Un viol de la souveraineté du peuple. Moi, je suis absolument scandalisé. Qu'on soit pour ou contre la Constitution européenne, si vous voulez, il y a là quelque chose, un fait qui est totalement... Et si nous étions les seuls? Mais non, mais ça s'est produit ailleurs. Combien de fois ont voté les Irlandais parce qu'ils répondaient mal? Et il a fallu qu'ils recommencent, etc. Voilà comment on fait l'Europe aujourd'hui. En fait, elle sort des cervelles fumeuses de quelques-uns qui ont décidé de nous imposer une fédération européenne pour laquelle nous ne sommes pas prêts. Pour laquelle nous ne sommes pas prêts. Et donc on nous a imposé l'euro, qui est une monnaie idéologique et qui ne tenait pas compte du tout des réalités économiques européennes. D'ailleurs, je connais quelqu'un que je cite dans ce livre, Charles Gave, qui écrivait au moment où on a institué l'euro, ça sera beaucoup plus de production industrielle en Allemagne, beaucoup plus de maisons en Espagne et beaucoup plus de fonctionnaires en France. 5 ans après, pile poil. C'était exactement ça, et avec des chiffres importants. Avec des chiffres importants. Ouais. Donc on a fait une monnaie idéologique pour nous obliger à nous fédérer. Moi, je refuse le mariage forcé. Hein. Je refuse le mariage forcé. Cette Europe-là, d'abord, elle est en train de s'écrouler. Sous nos yeux. Schengen n'existe plus. C'est fini, Schengen. Hein. Bientôt, il ne restera plus que l'euro. Mais non, il ne restera plus que l'euro. Combien de temps? Bon, je ne sais pas. L'Europe, aujourd'hui, elle ne pouvait pas tenir de toute façon. Elle a subi 3 ou 4 coups de boutoir, la crise grecque, maintenant le Brexit, les migrants, etc. Elle est fichue. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut être contre l'Europe. Moi, je crois qu'il faut une Europe. Il faut continuer la construction européenne. Mais en reprenant les choses à la base, en demandant vraiment l'avis des peuples et en tenant compte de cet avis. Ça, c'est très important. Écoutez, je rencontre suffisamment de gens comme vous, un peu partout en France maintenant, pour affirmer une chose. Il y a beaucoup plus de bon sens politique à la base qu'au sommet en France. Et c'est vrai partout en Europe. Beaucoup plus de bon sens politique à la base qu'au sommet. Il ferait bien de venir prendre des cours à Culé, ou chez moi à Saint-Romain, ou à Haute-Terre. Ça, c'est clair. Donc, voilà, j'ai répondu pour ça. Moi, je crois vraiment qu'il faut une Europe, d'autant plus que pour le XXIe siècle, si vous voulez, nous avons des défis tels que un pays seul, la Grèce, la Macédoine, même la France, ne tiendront pas. Ce n'est quasiment pas possible. Et je ne parle pas que des défis économiques, bien au contraire.
vous avez un autre défi qui est beaucoup plus important, beaucoup plus lourd, dont personne ne nous parle jamais. Moi, j'en parle parce que je sais qu'il existe et je sais qu'il est, il est très très lourd. C'est le défi démographique. L'Europe aujourd'hui, y compris la Russie, parce que la Russie fait partie de l'Europe. La Russie fait partie de l'Europe. Elle n'est plus notre ennemi. La Russie n'est plus l'URSS. C'est fini. Hein, elle doit faire partie de l'Europe. Nous avons énormément de choses en commun avec la Russie. La Russie, y compris l'Europe, c'est aujourd'hui 800 millions d'habitants. Dans 80 ans, à la fin du XXIe siècle, ça sera toujours 800 millions d'habitants, mais plus vieux. L'Afrique à elle seule, c'est aujourd'hui 1 milliard d'habitants. À la fin du siècle, ce sera 4 milliards. 4 milliards. Si ces gens-là n'ont pas, si nous ne les avons pas, s'ils n'ont pas réussi leur développement économique et autres, et ils ne le réussiront pas si nous ne les aidons pas. Si ces gens-là n'ont pas réussi leur développement économique, ils trouveront un jour leur leader et déferleront sur l'Europe. C'est tout. Donc, le vrai défi de l'Europe et du monde, il est là. Il est là. Hein. Et ça, ce n'est pas la France toute seule, ce n'est pas la Grèce toute seule, ce n'est pas la Grande-Bretagne toute seule qui peuvent faire ça. C'est un défi européen et c'est quelque chose qui peut être très mobilisateur pour les jeunes Européens, pour tout le XXIe siècle. C'est quelque chose de fantastique. C'est une aventure absolument fabuleuse qui nous attend, à condition de la vouloir. De vouloir redresser les défis. Voilà. L'Europe, j'y crois, pas n'importe laquelle. Il faut faire une Europe de projets en fonction des défis. Par exemple, la sécurisation et le développement de l'Afrique, voilà un projet européen. Voilà un vrai projet européen. Simplement, on n'a plus de chef en Europe. On n'en a plus de chef en Europe. François Hollande, il est chef comme moi, je suis dans ses étoiles, quoi. Hein, je l'ai redit cet après-midi, mais je le pense. Hein, il est chef comme moi, je suis dans ses étoiles. Voilà, et tout. Hein. Angela Merkel s'est complètement plantée avec les migrants. Complètement. Etc., etc., etc. On n'a plus de chef à la hauteur en Europe. Pardon? Mais non, mais ça, c'est la vie normale des peuples depuis la nuit des temps, depuis tout le temps. Il faut arrêter de penser qu'il y a quelque part un complot, ou alors il y a toujours eu des complots. Toujours. Hein. Mais c'est la vie banale, la vie internationale banale. Hein. Tant que l'homme ne sera pas parfait, à mon avis, il va se passer du temps, hein, eh bien, on sera toujours dans des luttes de pouvoir, dans les conquêtes de richesses, dans les conquêtes de territoires, des bêtises. Eh oui, des bêtises. Mais ça fait partie de la vie des peuples. C'est comme ça. Les Américains ne nous font pas la vie facile, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire qu'on est quand même bons élèves. Hein. Ah, on est bons, hein. On est redement bons, hein. Tous les Européens. On est redement bons. Donc, il faut des projets européens. Pour, par exemple, ce dont je parlais à l'instant, cet immense défi face à l'Europe, Russie comprise, pour le XXIe siècle, qui s'appelle Afrique, Proche et Moyen-Orient, et qui devrait consister à la pacification et le développement, mais le développement intégral. Hein. Et c'est à la fois militaire, enseignement, économique, enfin tout, quoi. Et les Africains, par exemple, ils sont prêts. Je les connais bien. Je suis né chez eux et j'ai passé 15 ans de ma vie chez eux. Ils sont prêts. Ils ne demandent que cela. Quand on parle un petit peu avec eux, ils disent, mais les Américains et les Chinois, ras le bol. Quand est-ce que vous revenez, les Français? On vous attend. Voilà. Hein, ça va être facile de foutre les Chinois. Voilà. Donc voilà un projet pour l'Europe. Encore faut-il quelqu'un qui le mette sur la table. Et bien moi, je le mets sur la table. Moi, je le mets sur la table. Hein. Et je connais des gens qui sont prêts à y réfléchir à fond, à le concevoir à fond, et à prendre le lead, comme on dit, à prendre la tête de ce projet pour l'Europe. Et je suis persuadé qu'il y a plein d'Européens qui seront d'accord, à commencer par les Italiens, les Espagnols, qui eux aussi ont une fibre pour cela. Ben, moi, je sais comment m'y prendre. Je sais comment m'y prendre. C'est simple, pardon, c'est simple. Je disais tout à l'heure, François Hollande ressemble à un chef, comme moi, une danseuse étoile. Eh bien, au lieu d'avoir une danseuse étoile à l'Élysée, il faut avoir un chef. Première chose. Première chose. Parce que tout le monde sait que les gamins qui sont allés manifester sont manipulés. Lui le premier. Comment tolère-t-il cela? Comment tolère-t-il cela? Comment? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il est lié aux syndicats qui manipulent. Tout simplement. Moi, je ne suis pas lié à ces gens-là. Hein. Je vais les libérer, ces syndicats. Monsieur CGT, venez voir ici, là. D'abord, l'ordonnance de 1945, qui donne, comment dire,
comment s'appelle déjà, le monopole syndical aux centrales ayant participé à la libération. Il y en a combien qui ont participé à la libération maintenant chez la CGT? Combien? Il n'y en a plus. Okay. Cette ordonnance de 45, voilà, elle est finie, supprimée. Terminé. Vous n'êtes pas d'accord? On fait un référendum, ne vous inquiétez pas, ça sera supprimé. On supprime, et ensuite, eh bien, je vais vous rendre votre liberté. Combien vos cotisations chaque année? Ah oui, et combien les subventions? Bon, ben, on va les supprimer. On va le faire en 3 ans pour vous permettre de vous réformer, etc. Mais comme ça, vous serez libre et vous vivrez sur les cotisations de vos adhérents. Vous allez voir, ça va changer. Ah, je vous assure que ça va changer. Hein? On va rétablir les lois anti-casseurs. Ça, c'est vite fait. Hein? Vous êtes d'accord avec pour que les casseurs ne payent pas, vous? Moi, pas. Celui qui casse, il doit payer. C'est du bien public. C'est payé avec vos impôts. Il n'est pas normal voilà, c'est tout. Et ça, c'est pas de l'extrême droite, ça. C'est du bon sens. C'est pas de l'extrême gauche. C'est du bon sens. Enfin, quand même. Oui, voilà, des choses comme ça. Vous savez, les choses peuvent changer très vite et avec très peu de choses. Il faut simplement avoir quoi, vous disiez tout à l'heure? Ouais, voilà. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Mais il n'y a plus personne aujourd'hui qui veuille fortement dans notre pays. Ils ne peuvent pas le vouloir parce que pourquoi? C'est logique quelque part. Ce sont des gens très bien, eux aussi, quelque part. Hein. Mais leur objectif, c'est de conquérir le pouvoir et ensuite, c'est de le garder. Aujourd'hui, le long terme, aujourd'hui, le 22 mars, 22 je crois, mars 2016, le long terme en France, c'est 1 an, l'élection présidentielle. Pour un chef d'État, le long terme, c'est 100 ans. Golda Meir, qui a été Premier ministre israélienne, écrivait « C'est bien pour un politicien que de penser à la prochaine élection. Un homme d'État, il pense à la prochaine génération. Voilà une femme d'État. Voilà une femme d'État. Okay? Et il y en a comme ça chez nous. Il y en a comme ça chez nous. Et certainement parmi ceux qui sont présents, peut-être certains auraient pu l'être. C'est fini, c'est trop tard pour eux. Maintenant, ils sont dans le système, c'est fini. Hein? Mais ce n'est pas la qualité de l'homme qui compte, c'est aussi le système qui aussi fabrique les hommes. Hein? Voilà. Mais ils ne peuvent pas avoir cette volonté forte. Ce n'est pas possible. D'autant plus qu'ils sont dépendants de leur parti. Ils sont dépendants de leur parti. Ils n'ont pas une vue stratégique nationale, mais une vue partisane. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Voilà ce qu'il faut changer. Alors, la première question, c'était... Oh, il y en a qu'une globale, non, non. surtout la dernière. Non, mais la première, c'était le coup d'État. Ah oui. Oui, le coup Ouais. d'État. Non, mais j'ai failli éclater de rire, madame. J'ai failli éclater de rire. Voilà. On me prête corrige, j'en ai fait un dans ma vie professionnelle. Mais c'est pas du tout l'intention. C'est évidemment pas du tout l'intention, hein, sinon je ne serais pas ici ce soir. C'est parfaitement clair. Il est hors de question pour moi de quitter la légalité. Je sais parfaitement ce que sont les risques. D'abord, ce n'est pas du tout mon type. Hein, je suis en France. Hein, je suis français, citoyen français, comme vous. Hein, et c'est hors de propos. Et ensuite, je connais parfaitement les risques d'une telle aventure. Ça risque d'être le facteur déclenchant de ce que je veux justement éviter. Je vous ai rassuré, madame? Oh, mais j'étais pas inquiète. Oh, non, c'est très bien. Bon, pour le reste, bon, je peux très bien avoir des points communs avec ce que disent tel et tel parti. On m'a trouvé aussi des idées communes avec le Parti Socialiste, et pourquoi pas, je ne le rejette pas, il peut y avoir des bonnes choses un peu partout. C'est clair. Le Front National a quand même un programme économique qui est un peu différent de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Même très différent de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas être qualifié de libéral économique, certainement pas, mais quand je dis libérer les énergies, si ce n'est pas du libéralisme économique, c'est quand même très différent du programme un peu étatique de Madame Le Pen. Même très différent. Ouais. Ensuite, pour ce qui la concerne, si je m'étais retrouvé dans les idées de Madame Le Pen, je serais avec Madame Le Pen. Vous savez, je suis très libre. J'ai toujours été libre, y compris dans mon métier, et je serai encore libre. Simplement, je ne me reconnais pas du tout dans le système des partis politiques.
Elle est un parti, elle dirige un parti exactement comme un autre. Voilà, c'est tout. Voilà. Et ce système des partis, ce n'est pas le parti lui-même que je mets en cause. L'existence d'un parti, c'est parfaitement légitime. Hein, il suffirait de supprimer les partis pour qu'ils renaissent 15 jours après. Ça veut dire que quelque part, ça correspond à un besoin. Et c'est ensuite parfaitement légitime, c'est légal. Et ça existe depuis la nuit des temps, sous des formes et des appellations diverses. Ce n'est pas l'existence du parti qui est illégitime. C'est la place qu'ils ont pris dans la vie politique de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui ce que De Gaulle appelait le système désastreux des partis, encore lui, ce que moi j'appelle un peu une dictature de fait des partis politiques. On ne peut plus aujourd'hui parler politique sans parler des partis politiques. Eh bien, voilà. Hein, on ne peut plus envisager de politique sans parler des partis politiques. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis hors parti et résolument hors parti, et vous m'y ramenez. Ça veut dire que nous sommes tous, pas vous uniquement, mais nous sommes tous plus ou moins déformés par cette affaire. Il y a une dictature des partis, y compris dans nos têtes. Et ça, je crois qu'il faut absolument nous en libérer, c'est une condition de la démocratie. Bon, alors vous dites qu'il faut aller vite, finalement on ne peut pas attendre 2017, donc vous êtes un peu comme madame, il faut faire un coup d'État. En fait, sans moi. Non, s'il n'y a pas la révolution par les Non. armes, elle sera par les urnes. Bon, écoutez, il vaut mieux la faire par les urnes que par les armes, ça je vous assure que c'est une certitude. Bon, premièrement. Ensuite, pourquoi voulez-vous que je ne fasse que 1% l'an prochain? On parie. On parie. Non, mais bon, voilà. Eh ben, voilà, bien sûr. Voilà, bien sûr. Hein. Mais si vous êtes d'accord avec des solutions aussi draconiennes, on quitte l'euro. Et si on quitte l'euro dans les circonstances actuelles de notre comment dire, de notre budget, avec la façon actuelle que nous avons de gérer, on va à la catastrophe. On va à la catastrophe. Si on quitte l'euro comme ça d'une manière aussi draconienne, c'est foutu. Hein, donc, il ne faut pas dire non plus que les solutions sont aussi radicales, sont la panacée. Hein. Quant à quitter l'Europe, mais pourquoi quitter l'Europe? Il faut la réorienter, l'Europe. Mais bien sûr que si. Mais la politique, c'est pas un coup à droite, un coup à gauche, je prends une décision, l'emporte-pièce, etc. Non, c'est travailler sur le long terme. Et quand on s'est planté pendant 50 ans, eh bien c'est pas grave, on reprend. Qu'est-ce que c'est 50 ans dans la vie d'une nation comme la France? Ça fait 2000 ans qu'on existe. Ça fait 2000 ans, qu'est-ce que c'est 50 ans? Un claquement de doigts. Donc on s'est planté, on change de direction et on continue. Les solutions à l'emporte-pièce, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe dans une entreprise, c'est une catastrophe dans un régiment, dans n'importe quelle entité, c'est une catastrophe encore pire au niveau politique. Parce qu'au niveau politique, une solution à l'emporte-pièce mal réfléchie et qui ne va pas dans le bon sens, c'est pour des siècles qu'elle nous engage. Et parfois dans des situations dramatiques. Voilà. Que peut faire la France aujourd'hui si elle ne rétablit pas sa façon de gérer? C'est très concret, ça. C'est comme dans une famille, comme dans une entreprise. Hein? Donc, les solutions à l'emporte-pièce, je n'y crois pas. Hein? Les solutions, non, je n'y crois pas. Hein? Ensuite, oui, je prends le pari de faire plus de 1%, mon cher monsieur. Hein? Et quelques signes laissent à penser que, voilà, bon, ce sont que des signes. Et Cheminade disait la même chose. Oui, d'accord. Bon, mais je vous laisserai parler quelques-uns de mes collaborateurs tout à l'heure. Voilà mes deux questions. Ça fait 3. Alors voilà mes 3 questions. Il faut que je me souvienne de la première déjà. Merci. La première, c'est souveraineté et Europe. Mais l'Europe des nations, qu'est-ce que c'est? C'est l'Europe des nations souveraines. Mais bien sûr, c'est l'Europe des nations souveraines. Hein? La souveraineté et la construction de l'Europe ne sont pas antinomiques. Non, pas du tout. Mais simplement, ce sera la construction d'une Europe qui sera voulue par les nations. Voulue par les nations, c'est quand même... Alors que là, si vous voulez, on a violé les nations depuis 40 ans pour les obliger à aller dans une certaine direction. Ben non, ça va pas, ça. Voilà. Moi, je n'accepte pas qu'on viole ma liberté, ma souveraineté. Je n'accepte pas. J'aurais jamais accepté que mon père, mes parents me marient de force. Enfin, quand même. Eh bien, c'est pareil pour un pays. Voilà. Le deuxième, je ne suis évidemment pas le plus compétent pour vous parler de la PAC et de l'agriculture, bien que je sois entouré d'agriculteurs, hein, dont je constate que beaucoup râlent, soit parce qu'on leur a supprimé les aides, soit parce qu'il y a des aides, mais pas pour les bons, pas pour... etc.
Je crois surtout qu'il faudrait cesser ce système, franchement, un jour ou l'autre, arriver à cesser ce système qui asservit les agriculteurs. J'ai rencontré un groupe d'agriculteurs, justement, en Charente, là-bas. On a parlé de la PAC et de bien d'autres choses. Hein, et on est arrivé à des notions tout à fait saines. Elle me disait, mais plutôt que de nous donner des subventions qui viennent de la PAC ou d'ailleurs, si on imaginait quelque chose comme le juste prix. C'est une notion très ancienne, ça, en philosophie et en économie. Elle a plusieurs siècles. Plusieurs siècles. Le juste prix. Voilà. Alors, bien sûr, ce n'est pas facile à juste prix qui veut dire, qui comprend le salaire, et puis peut-être, et sans doute aussi la nécessité pour l'investissement, pour les amortissements, etc. Mais quelque chose qui permette à l'agriculteur et aux autres de travailler, de vivre de leur travail. Parce que je sais parfaitement que, tout à l'heure je parlais des agriculteurs qui se suicident, je sais parfaitement qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs français ne vivent plus de leur travail. Hein. Mais il y a aussi des carcans qui leur ont été imposés chez nous, en France, qui ne sont même pas imposés par Bruxelles, qui ne sont même pas imposés par Bruxelles, j'insiste, parce que les règles imposées par Bruxelles sont les mêmes pour tous les pays européens, l'Espagne se contente de les observer juste à minima, tandis que les nôtres, on en rajoute. Hein, ce qui fait que vous n'en sortez plus. Il y a aussi ça. Hein. Il y a peut-être aussi, pour un certain nombre d'entre vous, des soucis de grandeur. Enfin, vous avez peut-être un peu trop investi pour certains, c'est possible. Hein. J'en ai autour de chez moi, je les connais quand même un petit peu. Hein. Mais je crois que l'essentiel serait de revenir à quelque chose qui libère la libération des énergies, c'est-à-dire il faut arrêter ce système de subvention qui est anti-économique, et qui asservit les gens, en particulier les agriculteurs. La troisième question, c'était les armées. Les armées. Jusqu'aux attentats, jusqu'à l'attentat de janvier 2015, l'armée de terre, pour ne parler que de l'armée de terre, avait un plan d'incorporation, d'engagement d'environ, je crois que c'est 600 hommes par mois. 600 hommes et femmes par mois. Jusqu'à janvier 2015, elle avait du mal à recruter 600 hommes et femmes par mois, malgré le chômage, malgré les quantités de choses. Elle avait du mal. Attentat de janvier 2015, les candidatures ont explosé. Ont explosé. Et elles n'ont fait que croître. Et elles ont continué de grimper après les attentats de novembre 2015. Aujourd'hui, François Hollande a décidé d'augmenter les effectifs de l'armée de terre. Maintenant, l'armée de terre augmente plus 1000 hommes par mois, c'est-à-dire grosso modo 1500 par mois. Aucun problème de recrutement. Aucun problème. C'est-à-dire que les jeunes Français se sont réveillés à un intérêt pour l'armée, en particulier pour l'armée de terre, du fait de ces attentats. Et les motivations, c'est quoi? Notre pays est en danger, on veut participer à le défendre. C'est ça. Ah bien sûr, il y a toujours eu, à toutes les époques, les quelques-uns qui s'engagent pour la gamelle, eh ben oui, c'est banal ça, c'est banal. Et ça peut faire de très très bons soldats d'ailleurs, ou de très bons officiers. Mais il y a aujourd'hui un regain d'intérêt pour la profession militaire, en particulier parmi les jeunes, depuis les attentats. Et puis c'est pareil pour les écoles. On n'a jamais eu de véritable problème de recrutement pour les écoles d'officiers et de sous-officiers, à un certain moment quand même. Hein. Et maintenant c'est fini, on n'a plus de problème de recrutement. Donc si on y met les moyens, on aura les hommes et les femmes pour faire. Non, ça, oui, mais ça, vous inquiétez pas, c'est un problème technique, c'est vraiment un problème technique qu'ils sauront gérer. Hein. Dans ma carrière, je suis passé d'un cadre pour 30, pour un cadre pour 20, disons, hein, avec les appelés, à un cadre pour 5 avec les professionnels, à un cadre pour 3 dans les forces spéciales. Vous inquiétez pas ça. Avec des gens suffisamment formés, on réduira le taux d'encadrement des unités opérationnelles pendant quelques temps pour former les gens. C'est pas un souci, ça, c'est technique, monsieur, on y arrivera. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Mais qui là aussi, je crois, est totalement gérable.
Je fais partie d'une génération d'officiers. Je suis entré à Saint-Cyr en 71. Je fais partie d'une génération de militaires donc, qui a eu pendant jusqu'en 85, grosso modo, entre 85 et 90, à s'intéresser aux communistes. Nous étions face à l'URSS, face aux armées rouges, donc communistes, et en cas de guerre, eh bien, il fallait quand même nous méfier des communistes français qui étaient depuis de longue date, ils avaient quand même un penchant pro-soviétique affirmé. Hein. Et donc, parmi le nombre d'appelés, il y avait forcément des gens qui venaient du Parti communiste et des cellules du parti. Bon, et bien, ces gens-là, la sécurité militaire les repérait, et puis on les mettait dans des postes dans lesquels nous ne risquions rien. C'est-à-dire qu'ils faisaient leur service militaire, mais dans des postes, dans les postes dans lesquels ils n'avaient pas d'armes, et dans des postes dans lesquels ils n'avaient pas accès aux informations solides qui leur auraient permis de nous tirer dans le dos. Voilà, très clairement. Bon, ça aussi on sait faire. Hein. Alors, effectivement, il y a ce danger, mais ceci étant, si nous voulons aussi... Alors, bien sûr, il y a des solutions radicales que prônent certains qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout dans ma tasse de thé, si je peux dire. Hein. La remigration ou bien l'extermination, il y en a quelques-uns qui vont jusque-là. Non, hein, ça suffit. Hein. On a fait suffisamment de dégâts au XXe siècle pour recommencer maintenant. Hein, d'accord. Il faudra un jour quand même que nous réussissions à faire une nation avec ces gens-là. Il le faudra. Hein. Ça ne sera pas facile. Ah non, ça ne sera pas facile. Il le faudra. Donc il faut y aller avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de fermeté. Il faut être ferme sur les prix. Moi, dans ce livre-là, je dis qu'il faut que nous établissions une charte éthique. Qu'est-ce que c'est qu'une charte éthique? Grosso modo, c'est un code de conduite. Un code de conduite qui serait fondé sur nos valeurs françaises, républicaines, nationales. Je prends un seul exemple, la France, on l'aime. Donc, ça interdit de créer des programmes scolaires qui dénigrent la France. Mais ça n'interdit pas uniquement pour les musulmans. Hein, parce qu'il n'y a pas que les musulmans qui dénigrent la France. Hein. Aussi, un autre exemple, égalité de l'homme et de la femme. Eh bien, égalité de l'homme et de la femme, ça veut dire que on ne peut pas prôner l'inégalité de l'homme et de la femme. Quelqu'un qui refuse de serrer la main d'une femme parce qu'elle est femme, quelque chose qui ne va pas, quoi. Quelque chose qui ne va pas. Hein. Toute une série de choses comme ça. Par exemple aussi, on peut très bien dire dans ce code éthique, ou en déduire que la charia, en France, non, pas de charia. Et ça nous légitime pour interdire ce qui s'est passé en région parisienne, un parti qui s'est présenté au régional et qui a fait plus de 5% et qui prenait la charia. Et aujourd'hui, nous sommes complètement désarmés. Pourquoi ? Parce que nous savons plus qui nous sommes, nous n'avons plus aucune valeur commune, nous n'avons plus rien. Ben voilà, on n'a plus aucune colonne vertébrale. Il faut y revenir. La charte éthique, je crois, qui sera, j'espère, hein, on fait tout pour, qui sera sur le marché, entre guillemets, qui sera proposée, qui sera diffusée, j'espère, au mois de septembre cette année. Comme ça, on pourra en parler avant la présidentielle. Hein, et que moi, j'envisagerais de mettre un référendum. Et on en déduirait des quantités de choses de cette charte éthique, tout à fait déterminante pour l'unité de la nation, pour la cohésion de la nation, pour fixer des limites, et ensuite, tu acceptes la charte, tu deviens français, tu ne l'acceptes pas, tu t'en vas. Tu n'es pas français. Ça nous servira aussi à établir un nouveau code de la nationalité, par exemple. Très important. Aujourd'hui, la carte d'identité française, c'est comme une carte de fidélité de supermarché, quoi. Ça donne des droits, ça ne vous donne aucun devoir. Enfin, où on va là? Alors, il se trouve que j'ai rencontré des Syriens récemment. Je crois que... Comment commencer? D'abord, en matière de droits de l'homme, nous sommes, nous aussi, des hommes. Donc nous aussi, nous avons des droits. Et l'un des principaux droits de chaque homme ou femme, c'est de vivre chez lui, en sécurité, et dans une, aisance suffisante. Chez lui, en sécurité, dans une aisance suffisante. C'est vrai pour tous les hommes, pour les Syriens et nous. Deuxièmement, en matière de déplacement d'un pays à un autre, moi je ne connais que quatre cas de figure. Le voyage, vous voyagez, voyage d'affaires ou voyage d'agrément,
Vous avez les moyens de voyager, vous respectez la loi du pays où vous voyagez, puis vous rentrez. Le deuxième, c'est l'installation dans ce pays. L'installation de ce pays. Elle peut être temporaire ou définitive. Dans, comment dire, la culture traditionnelle de l'humanité, d'ailleurs, mais essentiellement européenne, celui qui s'installe temporairement, et non seulement il a du travail, il respecte la loi du pays, et il s'insère. Il s'insère temporairement, avant de rentrer chez lui, dans la vie du pays. Et celui qui veut y rester, il a du travail, il respecte et il s'assimile. Il s'assimile. Hein? Ça, c'est la deuxième méthode, mais toujours dans le respect du pays où il arrive. Et c'est parfaitement normal, c'est de respecter les droits des gens du pays où il arrive. Le troisième cas de figure, c'est les réfugiés. Les réfugiés, j'en ai vu des quantités dans ma vie, hein, des quantités. Quand je parle de réfugiés, ce sont des gens qui sont chassés, qui, pour des raisons de sécurité physique ou alimentaire, sont obligés de quitter leur pays pour survivre. Bon, ces gens-là, il faut les accueillir. C'est un devoir d'humanité à l'égard de tout homme et toute femme. Leur devoir à eux, c'est de respecter le pays dans lequel ils viennent. Avant de rentrer chez eux, à moins de décider de s'installer, mais c'est un autre cas de figure. Et le quatrième cas, c'est l'invasion. C'est tout. Le quatrième cas, c'est l'invasion. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui parmi les gens qu'on appelle les migrants? Il y a de vrais réfugiés. Et quel est le pourcentage de gens qui sont dans le cadre de l'invasion, là? Je ne sais pas exactement, mais très récemment encore, j'ai appris qu'on y découvre des armes parmi ces gens-là. Est-ce que vraiment ce sont des réfugiés? Bien, et la personne syrienne que j'ai rencontrée en particulier récemment, là, m'a dit, mais vous vous plantez complètement. Vous vous plantez complètement. Il y a plein de gens de Daesh là-dedans. Et c'est vrai, les services nous le disent, les services de renseignement nous le disent. Et c'est vrai. Hein? Ensuite, vous savez, en accueillant ces gens-là sans envisager de les renvoyer chez eux, c'est une profonde injustice à l'égard de leur pays propre. Ce sont des gens qui sont jeunes et qui vont manquer au développement de leur pays. Les Syriens nous le disent. Qu'on aille plutôt aider les Syriens à rétablir l'ordre chez eux, à casser la figure à Daesh définitivement. Il y a encore un projet pour l'Europe, là. Encore un projet pour l'Europe. Hein? Nous créons là-bas, avec des Russes, des Syriens, des Américains, etc., qui vous voulez, nous créons des zones de sécurité où les Syriens qui sont chez nous peuvent se réinstaller. Il faut quand même... La Syrie a quand même aussi besoin de son développement. Elle a besoin de sa population. Je suis d'accord avec vous, mais la faute, où est-elle? Elle est chez nous. Elle est chez nous. Elle est chez nous. Hein. Pas de politique des frontières. Schengen, qu'est-ce que c'est? C'est de la fumée. Hein, depuis que ça existe, d'ailleurs depuis Mitterrand, vous vous rendez compte un petit peu que ça existe. Hein. On n'a toujours pas de police aux frontières européennes. On n'a pas de FBI, comme on dit, intérieur à l'Europe. Rien de tout ça. Rien pour assurer la sécurité de nos frontières. Et c'était volontaire de ne pas avoir cela. C'était volontaire. Hein, parce que je me souviens que Pierre Jox, oui je crois que c'est Pierre Jox, est allé voir François Mitterrand pour lui dire, mais enfin, il ne faut pas faire ça, tu sais bien que on ne peut pas confier les frontières européennes à des Grecs. Et ça ne fait rien. Pierre Jox n'a pas eu raison, Mitterrand. Donc ça a été volontaire, ces choses-là. Hein. Et aujourd'hui, si on laisse entrer ces gens-là à flot continu, on va payer la Turquie pour qu'elle en retraîne quelques-uns, nous en renvoie d'autres, etc. C'est de nos pantalonnades gigantesques. C'est Munich 1938. Voilà. C'est-à-dire que pour ne pas avoir la guerre, on achète une fausse paix et on aura les deux. On aura les deux. Vous avez parfaitement raison. Hein. Mais le problème, il est chez nous. Nous n'avons pas d'hommes politiques avec eux. D'abord, moi je suis un vrai fanat de la solidarité, quand elle est justifiée. Pour moi, c'est un devoir d'humanité absolument imparable. Si nous avons ce devoir à l'égard des réfugiés, nous l'avons forcément à l'égard des gens qui, chez nous, sont vraiment dans la difficulté. Je dis bien vraiment.
Ceci étant, il y a un autre principe auquel je tiens beaucoup, aussi, autant, pas beaucoup plus, non, autant, c'est la responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle, ça veut dire qu'on n'a pas un être normal qui a, normal, pardonnez-moi, le mot n'est pas bon, un être qui a les moyens de travailler ne doit pas dépendre des autres. Voilà. Ça, c'est de la dignité personnelle. C'est la dignité personnelle. Donc, les aides sociales, il faut les réinventer. Il ne faut pas les supprimer, surtout du jour au lendemain, comme certains le préconisent. Non, non, ça serait une faute. Il faut les réinventer. Il n'est pas normal que si je vais demander, je n'ai pas de travail, je vais demander des aides sociales à monsieur. Lui, il gagne le SMIC, et grâce à ce qu'il me donnera, je gagnerai plus que lui, sans travailler. Ce n'est pas normal. Il faut que les aides sociales soient incitatives à travailler. Et inciter à travailler, c'est rendre aux gens leur dignité personnelle. Leur dignité personnelle. Combien de ces gens qui ne travaillent, qui vivent au crochet de la société ne votent plus parce qu'ils se sentent exclus, tout simplement. Ils ne se sentent plus dignes, ils ne se sentent plus faisant partie de la nation. Donc, c'est quelque chose de très... Et c'est un devoir de justice à l'égard de ceux qui travaillent. Il y a des gens qui se décarcassent pour travailler, vous savez, les gens qui font 70-80 heures par semaine, il n'y en a pas 5 en France, il y en a des quantités. Les quantités, et dans tous les métiers. Et donc, ce n'est pas vraiment juste que ces gens-là subventionnent des gens qui, eux, pourraient travailler et ne travaillent pas. Mais ceux qui vivent au crochet des autres, souvent sont eux-mêmes victimes du système. Victimes du système, moi je le pense exactement comme ça. J'en connais chez moi. J'en connais chez moi, il y en a même dans ma famille. Donc il ne s'agit pas de jeter la pierre, il s'agit de revoir le système qui pourrit les personnes. Il ne s'agit pas de jeter la pierre dans mon esprit, certainement pas. Mais ces gens-là aussi sont victimes du système, c'est le système qu'il faut revoir. J'ai répondu ? Oui, je suis sceptique quand même, puisque aujourd'hui on arrive à, parfois dans certaines familles, 2 générations, les gens ne vont jamais travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Mais même... Mais, bah, écoutez, il n'y a pas de travail. Nous travaillons aussi sur un autre, pas un petit, non, justement, et c'est vraiment dans les tout débuts, hein, notre programme 3T. 3T pour un toit, une terre, un travail. Encore une fois, j'habite la campagne, et je me souviens que dans mon enfance, il y avait des quantités de familles qui vivaient, bon, pas riches, mais pas riches, mais ils étaient heureux, ils riaient. Les enfants allaient à l'école. Ils vivaient sur un lopin de terre. Un lopin de terre, je suppose que c'était pareil ici, hein, un lopin de terre, 1 hectare, 2 hectares, hein, et je vois très bien, j'ai 5 hectares moi, chez moi, c'est un héritage, je vois très bien ce qu'on peut en faire. Hein. Ils avaient tous leur potager, leur poulailler, ils avaient quelques vaches, etc. Et ça leur... Oui, c'est pas comme l'Idéric, hein. D'accord. Hein. Et c'était des gens qui se contentaient de cela. Je crois qu'il y a énormément de gens dans notre vie d'aujourd'hui et qui ne sont pas adaptés à cette comment dire, compétition économique effrénée et permanente et qui s'accélère en permanence. Voilà. C'est quelque chose qui est un peu invivable, je dois dire, hein, et je comprends parfaitement que certains n'arrivent pas à s'y adapter. Et je suis persuadé qu'on pourrait trouver des centaines de milliers de Français qui accepteraient un toit, une terre, un travail. On les y aide. Mais monsieur, je vous disais tout à l'heure, libérer les énergies, on fait sauter ces conneries, pardon, ces carcans. On fait sauter ces carcans. Moi, je suis en train de construire un poulailler. Oui, ok. Mais voilà, on est d'accord. Mais on aura du mal, oui, mais si on fait rien, on en aura encore. Alors, c'est quoi? On fait quoi? On attend que ça s'écroule et on continue? Eh bien alors, voilà, c'est tout ce que je dis, moi. C'est tout ce que je dis. Il faut prendre le taureau par les cornes, parce que si on dit ça va péter et qu'on continue de dire ça va péter sans rien faire, ben oui, ça va péter. Et nous serons coupables, collectivement coupables, de n'avoir rien fait pour notre pays. Et ça, moi, je ne serais pas fier. Hein. Oh, c'est censé, oui, il y a un journaliste ici, où est-il? Il est parti se coucher. Déjà? Eh bien, il ne fait pas les 70 heures. Non, mais il a la liberté de la presse, donc demain, il dira ce que vous avez dit sans l'avoir entendu. Oui, madame, mais je connais les journalistes depuis pas mal de temps. Bon, la liberté de la presse, je crois que c'est quelque chose de tout à fait déterminant pour la démocratie. Ceci étant,
Liberté et responsabilité vont toujours ensemble. Vont toujours ensemble. La grande majorité des journalistes sont des gens qui font bien leur métier et qui respectent leur code éthique. Et pour une minorité de salopards, et je dis ce que je pense parce que j'ai été, comment dire, calomnié par des journalistes pendant des mois et des années à propos de mon action au Rwanda, à cause de quelques salopards, toute enfin ces quelques-uns jettent le discrédit sur toute la corporation. Donc, il faut maintenir, bien entendu, la liberté de la presse. Il faut la sortir d'une manière beaucoup plus ferme de la responsabilité de ce qu'ils disent et écrivent. Parce que c'est un magnifique métier que de devoir dire ce qui est vrai, ce qui est juste. C'est un magnifique métier. Mais quand on travestit la vérité, quand on travestit la justice, on ment et on détruit. Donc il faut un code éthique qui soit beaucoup plus ferme, peut-être que celui qui existe aujourd'hui, et le faire respecter. Et la liberté de la presse, c'est aussi quelque part ne pas dépendre des subventions publiques. C'est aussi ne pas dépendre des subventions publiques. Or, aujourd'hui, quasiment tous les journaux, y compris le journal Minute, reçoivent des subventions. Donc, vous respectez le code éthique, ou bien on vous libère d'un seul coup. Vous allez voir un petit peu. Eh oui. Hein, mais pourquoi faut-il être aussi ferme? Mais parce que la liberté de la presse est une condition de la démocratie, et la démocratie ne s'entend qu'avec la souveraineté du peuple, et quand on nous trompe, nous, on trompe la démocratie. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Je suis absolument persuadé qu'on ne peut pas faire autrement qu'en libérant les énergies. Libérant les énergies. Vous avez des quantités de gens qui ne demandent qu'à bosser, des patrons qui ne demandent qu'à investir et à s'investir, et dans le respect de leurs employés, de leurs ouvriers. Il faut le leur permettre. Encore cet après-midi, j'étais avec, comment s'appelle-t-il déjà, le tailleur de pierre là? Alain Berthaud. Ah, fantastique ce type-là. J'ai trouvé fantastique. D'accord. Il est au fond de la salle. Voilà. Ah bon, ben pardonnez-moi de dire que vous êtes fantastique. C'est pas bien de dire sans la présence de moi. D'accord. On en a parlé pendant 1h30 ensemble. Hein. On a repéré certaines choses. Par exemple, les banques aujourd'hui ne prêtent plus. Pourquoi? Parce qu'elles font de l'argent pour faire de l'argent entre banques, pour elles. Hein. Et bien, il faut qu'on ait un système de banque, par exemple la Banque de France, mais ça peut aussi être une banque professionnelle, hein, qui prête, qui est pour mission dévolue par l'État, par le politique, pour prêter aux entreprises. Vous avez aussi le problème par exemple, de quoi parlions-nous? De l'apprentissage. Alors l'apprentissage aujourd'hui, il est confié à l'Éducation nationale, qui voit ça avec on va dire, un regard de fonctionnaire, avec comment dire, un regard de l'État, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout au niveau concret où il faut. Eh bien, par exemple, confier l'apprentissage au métier. On connaît ça en France, ça s'est fait pendant des siècles en France au sein des corporations. Pourquoi? Il ne s'agit pas de copier les corporations, mais il s'agit de s'inspirer, de rendre quelque chose qui pourrait s'adapter aujourd'hui, qui pourrait fonctionner. Mais surtout, supprimer les carcans, supprimer tous les carcans. Et il y en a, mon cher monsieur, des tonnes. Je crois qu'avec ça, déjà, on aura fait énormément de choses. Libérer, encore une fois, je sillonne la France, c'est fou les énergies qu'il y a chez nous. C'est fou. Et si elles ne s'expriment pas, c'est essentiellement à cause des carcans. Ça, c'est juste. Ah. Alors, là aussi, si vous voulez, nous devons revoir les règles de fonctionnement. Je ne sais pas s'il faut limiter le nombre de mandats. Je n'en sais rien. Par contre, si on limitait les émoluments perçus par un élu, voilà, qu'il soit capable de cumuler 3, 4, 5 mandats en même temps, mais qu'on limite ces émoluments à un chiffre, quel que soit le nombre, ça changerait les choses. Hein? Deuxièmement, je crois que c'est l'un des rares, il faudrait me confirmer cela, je n'ai pas une certitude absolue, mais je crois quand même que c'est ça. Je crois que c'est l'un des rares métiers, entre guillemets, pas un métier,
comment s'appelle, le casier judiciaire vierge n'est pas exigé. Hein, et il m'a même été dit qu'il y a une députée qui arrive à l'Assemblée nationale avec son bracelet électronique. Bien, voilà quelque chose à faire. Hein. Mais ça, c'est à nous, citoyens, de le décider. C'est à nous, citoyens, de le décider. Nous sommes coupables là-dedans. Eux, oui, bien sûr, parce que c'est la représentation nationale. Mais en même temps, nous sommes coupables. Hein. Donc, bon, limiter, par exemple, les émoluments, limiter ces choses-là. Il y a aussi limiter le pouvoir des partis politiques, quand même. Aujourd'hui, un parti qui reçoit de l'État, donc de nos impôts, une somme d'argent après les législatives qui correspond au pourcentage de voix et au nombre d'élus qu'il a. Bon, ça représente 3 fois rien. 1,25 € par électeur. C'est pas grand-chose. Bon, c'est vrai, réellement. Hein. Non, c'est pas grand-chose. Même si ça 40 millions d'électeurs, ça fait quand même voilà. Mais pourquoi ne pas transformer ça en chèque politique qu'on remet à l'électeur? Qu'on remet à l'électeur, et lui le donne au candidat de son choix. Ça va changer beaucoup de choses pour les partis, je peux vous dire. Énormément de choses pour les partis. Parce qu'aujourd'hui, pour se présenter à des élections au-delà de l'Amérique culée, hein, il faut soit faire partie d'un parti politique. C'est très difficile de faire autrement. Dans ma jeunesse, il y avait encore quelques élus hors parti. Maintenant, je ne sais pas si ça existe encore, hein, des députés. Et puis, ou alors il faut avoir la garantie de l'emploi, être fonctionnaire. Ou bien être retraité de la fonction publique. Vous trouvez que c'est juste ça? Si bien que les lois, elles sont préparées par des fonctionnaires, votées par des fonctionnaires, mises en œuvre par des fonctionnaires, et puis les autres là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Mais ce sont des mesures extrêmement précises et finalement faciles à mettre en œuvre pour assainir, je crois, durablement et solidement. Les élus, ils sont comme vous et moi, hein, ils ne sont pas pires. Hein. Simplement, ils sont dans un système qui leur permet de... Ben oui, d'accord. Alors, là, vous posez la question de notre fonctionnement, en fait. Hein. Voilà. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé il y a 1 an, j'étais bien entendu complètement inconnu en France, sauf pour ma participation au Rwanda et mes 2 livres sur le Rwanda. Point. Ok ? Et quand je me suis décidé à me lancer, pour la petite histoire, j'imaginais tellement faire un flop avec ce premier livre que j'avais envisagé de le publier à compte d'auteur et de le diffuser dans mes réseaux et les réseaux de mes amis. J'aurais peut-être fait comme Cambadélis, vendu 150 exemplaires. Sans aucune publicité, quelle qu'elle soit, sauf Internet et le bouche à oreille, nous imprimons le 11e 1000. C'est sur 30 livres politiques de l'année 2015, la 5e meilleure vente. Ça veut dire que ça a marché. Ça veut dire que c'est créé une dynamique à laquelle, initialement, je m'attendais, je dois dire, assez peu. Eh bien, donc, bien entendu, j'ai continué. J'ai continué, mais avec ma façon de faire à moi. Je ne vais pas chercher les gens. J'attends qu'ils viennent. Eh bien, maintenant, autour de ce projet-là, s'est constituée une équipe que j'appelle mon état-major d'environ 100 de personnes, plus des relais dans la moitié des départements français. Et ça gonfle tous les jours. Tous les jours. La dynamique continue. Si bien que nous avons travaillé ensemble sur ce livre qui est le projet présidentiel. Et nous continuons dans 6 mois, enfin au mois de janvier, je ne sais pas, j'espère, nous sortirons le programme de gouvernement pour le quinquennat. Voilà. Oui, nous avons créé une association, etc. Et puis, alors moi, j'ai décidé, je ne suis d'aucun parti et je ne serai d'aucun parti. Mais le monsieur qui est là, tout à fait au bout, là, qui lui a déjà participé à des élections locales ou départementales, m'a dit, mais on n'y arrivera pas. Si vous n'avez pas un appareil pour vous soutenir à ce niveau de compétition électorale, on n'y arrivera pas. Il a réussi à me convaincre, hein, et donc il a créé une association politique qui a les mêmes avantages qu'un parti. Oui, une association politique, d'accord, dont je ne fais pas partie, auquel je n'appartiens pas, que nous envisageons de dissoudre juste après la présidentielle. La décision n'est pas prise, parce que ça suppose
de réfléchir quand même très sérieusement, hein. Après présidentielle et législative, parce qu'il faut penser législative. Une élection présidentielle, c'est un coup complet, hein, c'est présidentielle et législative. Sinon, c'est pas la peine de rêver, hein, voilà. Donc, nous avons créé cette association politique, qui s'appelle tout banalement comme le bouquin, parce que l'expression était, comment dire, devenait connue, hein, devenait connue en France, qui s'appelle tout simplement Rebâtir la France. Voilà.